Marseillon, c'est un site donc de paléolithique supérieur de plein air dans le département des Landes et il a été découvert par hasard, comme la plupart des sites archéologiques, par un archéologue amateur, un géomètre topographe intéressé et éclairé en archéologie qui parcourt les champs de la région à son habitude et qui là a découvert des concentrations de silex en surface d'un champ labouré, très circonscrite dans l'espace, avec un aspect très frais, c'est-à-dire des silex qui ne semblaient pas être restés longtemps à la surface et donc avoir souffert des dégradations qu'aurait pu leur faire subir le climat, les engins agricoles métalliques, etc. Des arbres tombaient dans la rivière et une entreprise était intervenue pour couper ces arbres et en enfouissant les souches, ils ont détruit une partie du niveau archéologique et l'ont fait remonter à la surface en creusant ce trou. Et en fait, c'est ce qu'avait découvert ce monsieur Lafitte, géomètre. Il était passé quelques temps après cette entreprise et donc il avait eu sous les yeux une partie d'un niveau archéologique qu'on fouille en ce moment, détruit par une pelle mécanique pour enfouir des souches qui manquaient de tomber dans la rivière qui est juste derrière et qui s'appelle le Lodon. Philippe Lafitte, l'archéologue amateur et géomètre topographe du site, nous a rapporté du matériel. Parmi ce matériel, il y avait des pointes qu'on appelle des pointes de vallée compris d'eau et qui sont diagnostiques d'une période qui s'appelle le proto-solutréen. Ce serait la première expression de ce qui va se dérouler ensuite, donc le solutréen. Je m'appelle Caroline Renard, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Toulouse-Le Mirage. Je suis responsable de la fouille du site de Marseillon. On fonctionne avec un système de décapage, c'est-à-dire qu'on retire le sédiment sur 2 cm en laissant en place les objets. Une fois que ce décapage est effectué, on se retrouve avec tous les silex qui affleurent et là il faut les prélever. Et donc les photos, elles servent à localiser en planimétrie les différents silex. On a un bordereau de fouille sur lequel on les cote, c'est-à-dire on a un point 0 avec un axe DX, un axe DY, plus un Z où là on mesure l'altitude des objets les uns par rapport aux autres. Donc ces photos nous servent en fait à reconstituer le site et voir comment se comportent les objets par rapport à la nappe de galets. Tant que les silex sont dans la nappe de galets, on estime que ça peut être du matériel en place. À l'extérieur, plus généralement, c'est du matériel qui ne fait pas partie de notre ensemble proto-solutréen. Il fait combien? 2-3 cm hein? 2. Vous cherchiez les tamis, c'est ça? Des 6C, ça vous intéresse? Ah oui. Une fois qu'on a prélevé le sédiment, on met le sédiment dans un tamis, on commence à tamiser à sec et puis ensuite dans l'eau. Et donc là, le sédiment part et laisse en fait apparent dans le tamis tout ce qui est petits galets, la fraction fine de micro-galets et puis aussi toute la fraction fine de ce qui a été taillé. Donc voilà, ça n'existait pas. Or, pour caractériser le proto-solutréen, ça reste un élément essentiel, dans le sens où une des composantes de l'industrie lithique, très importante en tout cas à Marseillon, est caractérisée par le débitage de lamelles aux dépens de grattoirs carénés. Et ça, du coup, on a pu, nous, le décrire à partir de l'industrie qu'on a recueillie à Marseillon, parce que voilà, on avait ce protocole qui faisait que, comme on tamisait systématiquement, et comme on prélevait de toute façon les lamelles tant que possible au décapage, on a pu aussi caractériser cette partie de l'industrie. Donc là on a installé le labo au dernier étage du musée Maison de la Dame, ça voit ça. Donc là, on sont étalés ici une grande partie du matériel qui a été découvert depuis le début des fouilles, donc depuis 2007, donc 3 campagnes de fouilles. Donc là, les pièces sont triées en fait par catégorie technique, c'est-à-dire là on a en face de nous des centaines de lames, ce sont ces objets à bord plutôt parallèles et des objets allongés. Et puis sur d'autres tables, on va trouver d'autres choses, quoi. Les nucléus, donc les blocs taillés abandonnés sont rangés à un autre espace, etc. Différents types de travaux ont été faits, il y a des gens qui travaillent sur ordinateur pour reprendre les plans au propre, commencer à corréler les feuilles de fouille avec les bases de données, les plans, les images, etc., etc. Et là, le travail qui est devant nous, qui est un travail sur le matériel, on essaie concrètement de trouver des raccords et des remontages, c'est-à-dire de voir si, d'une part, des fragments d'une même pièce cassée peuvent se raccorder les uns aux autres, et d'autre part de voir si les différentes lames qui vont être sorties d'un bloc de silex taillé qu'on appelle nucléus, si on arrive à les raccorder les unes aux autres, à la fois pour comprendre plus précisément comment ces solutréens-là taillaient, mais surtout ici pour comprendre si le site a connu de grosses perturbations après son abandon par les préhistoriques. Est-ce que c'est en place? Est-ce que c'est pas en place? Est-ce que l'organisation des silex au sol est cohérente et à peu près la même qu'au moment de l'abandon du site, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de transformations, et si oui, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les agents qui ont pu produire cette différence d'organisation, etc.
Une première là. Je suis Nicolas Descendier, je suis docteur en préhistoire de l'université de Paris X, Nanterre, maintenant chargé de recherche au CNRS, et je travaille en particulier sur l'émergence de l'homme moderne au niveau des pratiques culturelles. C'est en France que dans les années 60, pendant vraiment l'essor de la taille de silex, dans un cadre très scientifique de compréhension des méthodes et des techniques de taille, que cette école s'est développée autour de deux personnalités qui étaient François Borde, un professeur à l'université de Bordeaux, et Jacques Tixier, chercheur au CNRS, qui ont tracé les voies méthodologiques de l'intérêt de la taille du silex pour comprendre certains aspects qu'on ne comprenait pas, des outillages et des vestiges qu'on retrouvait sur les sites. Les sociétés du Paléolithique supérieur cherchaient des objets toujours plutôt allongés, réguliers, à bord plutôt parallèles, mais de tailles très différentes, avec d'un côté ce qu'on appelle les lames en silex du bergeracois marron, qui sont plutôt des outils domestiques, et de l'autre côté des petites lames, donc c'est les lamelles, qui elles sont plutôt introduites dans les activités de chasse, et donc qui sont transformées et destinées à venir armer des pointes de saguet qui peuvent elles être en matière dure animale, en bois végétal. Ça demande quand même un niveau de technicité et de savoir-faire. On peut dire qu'il faut au moins, pour former un bon tailleur, il faut au moins 10 à 15 ans de pratique très régulière, quoi. C'est vraiment un jeu de stratégie pour à la fin réussir à avoir, à partir d'un bloc homogène ovalaire qui n'a pas vraiment une forme appropriée, le transformer en un nucléus qui va permettre de donner 30 lames avec un profil rectiligne, large de tant de centimètres, etc., etc. Le plus grand intérêt de Marseillon, c'est pas tant le site en lui-même que le fait que ça soit un moment d'occupation qui était quasiment inconnu avant sa découverte, ce qui est rare en France et notamment dans le sud-ouest français, où pour le Paléolithique supérieur on a des centaines et des centaines de sites et où on a certaines périodes qui commencent à être quand même très bien connues. Là, c'est un échantillon, mon corpus, pour l'instant. Le site, il s'étend encore sur un vaste espace et notamment certainement dans le champ. Et pour l'instant, on n'a pas encore fouillé cette partie-là. Ce qu'on cherche à établir, c'est vraiment l'intérêt de cette période charnière qui n'était pas connue par ailleurs. Et donc, pour la première fois, on peut, on va dire, décrire les pratiques techniques, parce que là, on est vraiment au départ au niveau de pratiques techniques, c'est-à-dire on n'a que des matières minérales conservées. Le monde minéral reste quand même le fil rouge propre à tous les gisements, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gisement connu qui ne le soit pas aussi à travers ces restes d'outillage en pierre. Du coup, on n'a pas d'autres types d'équipements qui permettent de le documenter, et donc les pratiques techniques de ces sociétés restent notre principale fenêtre, on va dire, d'observation sur... Au départ, on pensait vraiment que c'était un atelier de taille, et en fait, quand je vois la proportion d'outils, je me dis qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu effectivement des activités de consommation effectuées sur place, notamment au travers des grattoirs. Il y a un très grand nombre de grattoirs, et ces grattoirs ont vraisemblablement été utilisés, ou alors abandonnés sur place parce qu'on ne pouvait plus les utiliser.